l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité numéro 2021-956. Elle porte sur certaines dispositions de l'article 8 octies de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Madame la greffière. Merci, Monsieur le Président. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 octobre 2021 par une décision du Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'Union fédérale des syndicats de l'État, CGT, la Fédération CGT des services publics, la Confédération générale du travail, la Fédération syndicale unitaire, la Fédération CGT de l'action sociale et de la santé et l'Union syndicale solidaire fonction publique, portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe 3 romain de l'article 8 octies de la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction issue de l'ordonnance numéro 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique. Cette question relative à la modification et dénonciation des accords collectifs dans la fonction publique a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2021-956 QPC. La SCP Vaquet-Farges-Azan a produit des observations dans l'intérêt des parties requérantes les 29 octobre et 15 novembre 2021. Le Premier ministre a produit des observations le 2 novembre 2021. Seront entendus aujourd'hui l'avocat des parties requérantes et le représentant du Premier ministre. Merci, madame. Nous allons donc écouter d'abord Maître Claire Vaquet, qui est avocate au Conseil, qui représente l'Union fédérale des syndicats de l'État et 5 autres parties requérantes. Maître Vaquet, nous vous écoutons. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je vais être très franche avec vous. Je me suis rendu compte hier, en préparant ces observations, que je devais répondre à des écritures qui ont été signées par Édouard Crépet il y a 3 semaines. Et j'ai décidé d'être très brève. Voilà. Cette année a été très dure, donc je ne vais pas être trop long. J'ai écrit, vous référerez à mes écritures. Voilà, je pense à lui. Alors, ce que je voulais dire simplement, du coup, devant vous, c'est que il est bon que la fonction publique prenne connaissance de la négociation collective, mais que manifestement, elle a un peu de mal, et que le législateur a un peu de mal à introduire la vraie négociation collective dans la fonction publique. Et à cet égard, je vais vous raconter une anecdote qui sort un peu de mes écritures. Il y a, au moment où le référé liberté a été instauré au Conseil d'État, j'ai eu un problème d'élection au sein de commissions administratives paritaires, et je suis arrivée à l'audience devant M. Laptoul avec sa jurisprudence de la Chambre sociale, en leur expliquant que c'était un problème d'élection professionnelle, comme on dit dans le Code de procédure civile. Professionnelle, avec la jurisprudence applicable. Pour être honnête, le président Laptoul, lui-même un peu surpris de mes allégations, a réouvert l'audience le lendemain. J'ai gagné. Effectivement, il fallait appliquer cette jurisprudence-là d'égalité entre les syndicats, mais ça a été un petit peu difficile. Donc c'est difficile de faire rentrer la négociation collective dans la fonction publique. Le résultat, c'est que l'article 8 octies de la loi dite Le Pors, modifiée par l'ordonnance du 17 février 2021, a écrit dans son alinéa 3 quelque chose d'un peu singulier dont il résulte, je vous renvoie à mes écritures, que si on veut dénoncer de façon totale ou partielle un accord, eh bien d'abord seules les parties signataires ont le droit de le dénoncer, qui ont été représentatives à un moment, et à un moment il peut se produire que si plus personne n'est représentatif, les anciens syndicats représentatifs ne le sont plus, ne peuvent pas dénoncer. Quant aux syndicats devenus représentatifs, même anciens, comme la CGT, ils ne peuvent pas dénoncer non plus. Autrement dit, il y a une situation de blocage complet. L'administration a tendance à vouloir choisir encore, et ce texte en est un peu l'expression, choisir son interlocuteur. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Quand on négocie, on se heurte parfois à des syndicats qui ne sont pas aussi, comment dirais-je, souples qu'on le désire, et parfois on se heurte à des problèmes. D'où, effectivement, ce texte qui est l'expression encore de ce refus arrivant à un blocage. Enfin, j'ai mes partenaires, ça me suffit. Non, il peut y en avoir d'autres. Et la dénonciation totale ou partielle peut être le fait de syndicats qui, devenus représentatifs entre-temps, ont le droit de dénoncer ou doivent avoir le droit de dénoncer ou de réviser un accord. Alors de l'autre côté de la barre, on me dit « Non mais vous pouvez toujours conclure un nouvel accord. »
conclure un nouvel accord, c'est parfois lourd. Donc, quand on est arrivé à un accord et qu'il faut refaire toute la procédure pour conclure un nouvel accord, on est parti pour des mois, sinon des années. Donc, il est parfois plus simple de dénoncer partiellement, même l'accord existant, pour le modifier à la marge ou un peu plus de façon un peu plus énergique, mais c'est plus simple. On me dit ensuite, ah mais vous n'avez qu'à, quand vous êtes représentatif, vous n'avez qu'à adhérer à l'accord qui a déjà été signé, puis ensuite vous pourrez le dénoncer. Alors déjà en soi, adhérer pour dénoncer, c'est un peu étrange comme détour, mais surtout ce c'est que ce n'est pas du tout prévu par l'ordonnance, par la loi. Aucune procédure d'adhésion qui n'est prévue. Donc on vous fait un petit peu du droit fiction de l'autre côté de la barre. Et enfin, comme justificatif, on vous dit il s'agit d'assurer la stabilité de l'accord une fois qu'il est signé, on va plus y toucher. Moi, j'aurais tendance à penser qu'il faut assurer la stabilité des bons accords et qu'un bon accord dure effectivement. Si on remet un accord en cause, c'est peut-être parce qu'il n'est pas si bon que ça, et il faut peut-être y revenir. Si on remet un accord en cause, c'est peut-être parce que la situation a tellement changé qu'il faut aussi y revenir. Un accord c'est pas la loi, ça n'a pas la même valeur, ça peut être modifié, ça peut être touché, ça peut être revu, ça peut être corrigé, et il vaut mieux qu'il soit modifié, touché, revu et corrigé. Donc, un accord n'est pas inscrit dans le marbre comme la Constitution ou la loi. Et si des syndicats devenus représentatifs considèrent qu'il faut le toucher, ne serait-ce qu'à la marge, peut-être qu'il faut effectivement négocier avec eux. Voilà juste ce que je voulais vous dire. Merci, maître. Et bien sûr, nous associons tout à fait à ce que vous avez dit à propos de M. Crépet. Alors, M. Pavageau. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, l'article 14 de la loi numéro 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a introduit une innovation juridique majeure dans notre droit en conférant la possibilité de reconnaître aux accords négociés entre les autorités administratives et territoriales et les organisations syndicales représentatives des trois versants de la fonction publique une portée juridiquement contraignante. Et ainsi, l'ordonnance numéro 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique, prise sur le fondement de ces dispositions, a introduit dans la loi numéro 83-634 du 13 juillet 83 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Lepors, plusieurs articles fixant le cadre applicable aux accords collectifs. En particulier, d'une part, le premier alinéa du grand 3 romain de l'article 8 octies de la loi précitée prévoit que ces accords peuvent être modifiés dans le respect de la condition de majorité déterminée au grand 1 romain de l'article 8 quater de cette même loi, c'est-à-dire à la condition que les organisations syndicales représentatives aient recueilli au moins 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Et d'autre part, les accords peuvent faire l'objet d'une dénonciation totale ou partielle par les parties signataires qui doivent en outre, s'agissant des organisations syndicales représentatives, remplir la condition de majorité prévue au grand 1 romain de l'article 8 quater. Et contrairement à ce que soutient l'auteur de la question, le grand 3 romain de l'article 8 octies de la loi du 13 juillet 1983 ne méconnaît pas le principe de la liberté syndicale. Vous avez précisé par votre décision numéro 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 les fondements de la liberté contractuelle en matière de négociation collective que vous rattachez au 6e et 8e alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et à l'article 4 de la Déclaration de 1789. Et vous jugez notamment qu'il est loisible au législateur d'y apporter des limitations, il y a des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Alors en premier lieu, et contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions contestées ne réservent pas la révision d'un accord aux seules organisations syndicales initialement signataires de l'accord. En effet, la modification d'un accord est soumise, en vertu du premier alinéa du grand 3 de l'article 8 octies, au respect de la condition de majorité déterminée au grand 1 de l'article 8 quater, qui prévoit que les accords sont valides s'ils sont signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié. Et si une organisation syndicale non signataire à l'origine devenait représentative à la suite d'un cycle électoral, l'article 8 quater de la loi du 13 juillet 83 ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'elle signe l'accord modifié. En second lieu, aucune des conditions apportées par les dispositions contestées à la faculté de dénoncer un accord ne constitue une entrave à la liberté syndicale. Il est tout d'abord vrai que le troisième alinéa du grand 3 romain de l'article 8 octies de la loi du 13 juillet 1983 soumet la dénonciation d'un accord à une condition de représentativité des organisations syndicales.
mais vous jugez de manière constante qu'il est loisible au législateur, pour fixer les conditions de mise en œuvre du droit des travailleurs de participer par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises, de définir des critères de représentativité des organisations syndicales. Et le fait qu'une organisation syndicale signataire de l'accord, mais devenue minoritaire, ne puisse plus dénoncer l'accord, ne méconnaît alors pas la liberté syndicale. En outre, le fait de réserver la dénonciation d'un accord aux seules organisations signataires permet, ça a été rappelé, d'assurer la stabilité de celui-ci. Et d'une part, si une organisation syndicale a fait le choix de ne pas signer un accord alors qu'elle répondait aux critères de représentativité, c'est en toute connaissance de cause que cette organisation a choisi de ne pas être associée à l'accord signé. Et d'autre part, permettre à des organisations non signataires d'être à l'initiative d'une dénonciation des accords pourrait conduire à des situations de blocage, de nature à détourner à l'avenir les organisations syndicales de ce nouveau mode de relation dans la fonction publique que l'ordonnance du 17 février 2021 a précisément pour objet d'encourager. Et par ailleurs, il y a lieu de faire observer qu'en pratique, les cas de perte de représentativité d'une organisation syndicale sont peu fréquents et que le paysage syndical se caractérise dans les trois versants de la fonction publique par une certaine stabilité. Enfin, et en tout état de cause, le fait de réserver la dénonciation d'un accord aux seules organisations signataires n'a en pratique pas d'incidence sur l'exercice effectif par les organisations syndicales de leurs droits. D'une part, les dispositions contestées ne font pas obstacle à ce que des organisations syndicales non signataires de l'accord initial, qu'elles étaient ou non représentatives au moment de la signature, adhèrent à un accord en cours d'exécution afin de le modifier, à condition qu'elles soient représentatives à l'issue du nouveau cycle électoral. Et une telle adhésion permet à cette organisation syndicale de disposer des mêmes droits et obligations que les parties signataires, et notamment de prendre part ultérieurement aux procédures de révision ou de dénonciation de l'accord. Et d'autre part, les organisations syndicales non signataires et potentiellement nouvellement représentatives, tout comme celles qui étaient représentatives au moment de la signature de l'accord initial, mais non signataires de l'accord, ont toujours la possibilité de participer à la négociation d'un nouvel accord conclu sur la même thématique, qui peut d'ailleurs prévoir explicitement dans ces clauses que ces clauses vont se substituer à celles du précédent accord. Et plus encore, ces organisations syndicales représentatives peuvent être à l'initiative d'une demande d'ouverture d'une nouvelle négociation pour que soit conclu un nouvel accord sur la même thématique. Aucune exigence constitutionnelle n'ayant été méconnue, je vous invite à déclarer les dispositions contestées du grand 3 de l'article 8 octies de la loi du 13 juillet 83, conforme à la Constitution. Et en définitive, je voudrais remercier l'avocat de l'auteur de la question de ces mots et simplement dire très simplement et sobrement que ces plaidoiries sont dédiées à la mémoire d'Édouard Crépé. Merci, Monsieur Pavageau. Est-ce qu'il y a des questions? Non, vous êtes éclairé. Très bien, donc nous déciderons, rendrons notre décision au public sur cette question le 10 décembre prochain. L'audience est levée. Bonne journée à tous.